Antoine, pourrais-tu te présenter, nous parler de tes activités d'artiste et de chargé de mission à l'ERCA? Je m'appelle Antoine Merveilleux Duvigneau. Je suis né à Casablanca au Maroc en 1955 et j'habite à La Réunion depuis 1985. Depuis, je n'en ai plus bougé. J'ai trois enfants qui sont maintenant grands, avec une madame. Et je suis artiste-auteur depuis toujours et je m'occupe aussi des actions d'une association qui s'appelle l'ERCA, là où on est installé. Là. Donc je suis artiste-auteur, j'ai fait énormément, j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers au début, sur des murs peints, des projets collectifs, parce que je ne me positionnais pas en tant vraiment qu'artiste-auteur, ça me fatiguait un peu d'avoir à gérer des interrogations un peu nombrilistes, etc. Et ça m'a permis aussi, surtout, ce qui m'intéressait quand je suis arrivé à La Réunion, c'est de connaître les gens, connaître leur manière de vivre, comprendre le créole, comprendre les traditions. Et pendant longtemps, ça m'a permis de vagabonder sur un peu toute l'île en partant du port, parce que j'ai toujours habité dans cette magnifique petite cité marine. Par la suite, j'ai rencontré un magnifique artiste qui s'appelle William Zitt, avec qui on a développé énormément de projets, beaucoup de projets qui souhaitaient mener, lui, autour de la représentation du noir, autour de la société créole, autour des rapports dominants-dominés, autour des croyances, autour des bons dieux. Par la suite, William a pris l'artothèque. Moi, j'ai continué, a pris l'artothèque, manière de parler, et est devenu directeur de l'artothèque et a continué ses recherches et son travail qui est passionnant. Moi, j'ai continué à travailler, j'ai développé, suite au travail avec William et d'autres choses, en fait, j'ai développé toute une recherche autour de la fonction de l'écriture et de l'image en prenant ce résumé qui est très simple, un mot est une image et réciproquement. Donc ça inclut beaucoup de recherches avec des poètes, avec de l'écriture et aussi comment faire dialoguer les deux. Voilà, en gros. Quelle est la genèse de l'association l'ERCA? Pourrais-tu évoquer ses missions, puis revenir sur quelques projets fondateurs qui ont marqué ses 20 ans d'existence? L'ERCA, c'est une association qui a été construite en 2002 dans un lieu qui n'existe plus, qui s'appelait Gemont, une friche industrielle, et qui a été investie pendant les années 90 par une troupe de théâtre, le Théâtre Volard, une association de bande dessinée, la bande dessinée, le Cri du Marouillat et une structure pour la musique, pour les musiques actuelles. Et il y avait une association d'art visuel qui s'appelait Gemont Art Plastique, qui était animée par Laurence Egelstein et qui regroupait 6 à 7 plasticiens. C'était une association gérée en quelque sorte par les artistes. Donc pour plein de raisons et qui ne sont pas liées forcément à ces artistes, il y a eu aussi une désaffection un peu des pouvoirs publics sur ce que pouvaient proposer en commun, parce qu'on travaillait énormément en commun à Gemont avec le théâtre, avec la musique. Et on a été amené et par l'épuisement aussi des principaux acteurs, on a été amené à engager tout un cycle de réflexion fin des années 90 pour bien comprendre les attentes, les besoins qu'on pouvait avoir en art visuel et plus largement en culture, faire ce qu'on appelle un diagnostic, c'est-à-dire on s'est auto-diagnostiqué en élargissant à d'autres personnalités, des chercheurs, des urbanistes, des responsables culturels, en élargissant un peu et en sortant un peu du confinement plasticien, qui est toujours difficile à gérer parce qu'un plasticien ne pense qu'à son travail, à le valoriser, ce qui est normal. Et ça peut, dans certains cas, dénaturer un peu un propos collectif et associatif.
Donc on est arrivé au bout de 2 ans, après énormément de réunions de travail, de contacts, de rédaction avec Patricia de Bolivier, à définir un projet artistique dont le principal appui était des ateliers dont on disposait dans cette friche et qui nous permettaient de faire des résidences et de promouvoir le travail des artistes. Donc nos interrogations venaient essentiellement sur la place des arts visuels dans le développement culturel à La Réunion, sur la professionnalisation aussi, qui avait été quelque chose de complètement évacué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire il n'y avait eu aucune réflexion ni de la part des collectivités, ni de la part des artistes sur comment vit un artiste. Voilà, comment vit, comment il gagne sa vie, quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Donc on a aussi beaucoup contribué à informer, à comprendre ce métier qui a pas mal de contraintes et quelques avantages, et surtout à accompagner les artistes pour qu'ils défendent leurs propositions artistiques et aussi leurs conditions de travail. Donc c'était un peu syndicaliste. Là-dessus, on a beaucoup interrogé, aussi questionné plutôt la notion de art dans la ville, de démocratisation de l'art. C'est un peu des ronflements qui existent depuis Jacques Lang. Et nous, on a été toujours convaincus que c'était absolument important de permettre aux gens de découvrir l'art. Mais on avait bien conscience que rentrer dans un lieu consacré, comme on dit, dans un musée, dans une artothèque, c'est jamais très simple. Donc on a beaucoup développé un projet qui s'appelle l'Imaginaire et qui a utilisé et qui utilise encore les espaces publicitaires, c'est-à-dire pour permettre aux gens, dans leur globalité, de découvrir soit des photos, soit de la poésie. Et donc on a beaucoup utilisé ça sur des transports en commun, dans des transports en commun, sur des 4x3, sur des petits 4x3, sur des fly aussi qu'on distribuait. C'était important d'avoir cette démarche qui associait art visuel et poésie, et des fois performance, parce qu'il y avait très souvent des cabarets poésie qu'on organisait en fonction de ces projets l'imaginaire. Par ailleurs, on avait toute une réflexion aussi, que c'est quand même un projet collectif. Hein. Il n'y a pas que Patricia de Bolivier et Antoine Duvigneau qui étaient concernés. Et on a tenu tout de suite à avoir une assise associative costaud, avec des réunions régulières, des remises en cause aussi, des auto-évaluations, parce qu'on savait que c'était un peu le secret pour qu'une asso tienne bien. On a toujours été très engagés dans des démarches qui se rapprochent de l'éducation populaire, on le revendique, hein, ce qui n'est pas simple quand on fait de l'art actuel, vu que LERKA, ça veut dire espace de recherche et de création en art actuel. Donc mais on a tenu à assumer ça et à créer un nombre de projets comme ça dans l'espace urbain. Par ailleurs, on s'est énormément ouvert sur la zone, comme on dit. C'est un très vilain mot, c'est-à-dire sur les cultures qui constituent la Réunion, qui constitue la créolité, le monde créole, Madagascar, les Comores essentiellement. On a monté des projets qui allient recherche scientifique et création actuelle, et autour de la symbolique des perles, par exemple, et au début, en 2012-2013, autour de la symbolique des coiffures dans l'océan Indien, ce qui est une thématique passionnante. Par la suite, on a continué à accompagner des artistes. Finalement, la friche industrielle a été détruite. Ils ont gardé le Palaxa. Maintenant, c'est la Cité des Arts.
Et la mairie, avec qui on a toujours eu un dialogue, un partenariat intéressant, hein, chacun exprimant ses positions. Il y a toujours eu un espace de débat, hein. C'est ce qui nous intéresse aussi. On considère que les politiques publiques en culture, le rôle d'une association, c'est d'aider, d'accompagner ou d'être plus dans l'expérimentation. Donc la mairie nous a proposé ces locaux à Saint-François, c'est-à-dire complètement décentrés, un peu dans les hauts, avec une identité complètement différente que ce qu'on avait à Gemont, qui était vraiment urbain, en ville, avec des restaurants, des boutiques, des cafés ouverts en permanence. Et on s'est retrouvé dans ces locaux-là, un peu comme dans un monastère. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune boutique à proximité, donc quand on y monte, il faut s'organiser mentalement, et donc les artistes se sont adaptés à ces nouvelles données, et on est installé là depuis 2008. Voilà. Donc en tout, cette année, l'ERCA a 20 ans. C'est un bel âge. Dans notre dispositif de résidence, on a toujours voulu accompagner les artistes plutôt sur le moyen terme et leur permettre de prendre de l'assurance, de se faire du carnet d'adresses, enfin prendre en charge tout ce côté obscur du métier d'artiste dont on parle beaucoup maintenant, mais il y a quelques années c'était tabou. Il ne fallait pas du tout évoquer cette nécessité pour un artiste de savoir faire un minimum d'administratif, de compta, d'aller dans les vernissages pour faire son carnet d'adresses, etc., faire un pressbook. Et donc on les accompagne aussi là-dessus, tout en leur permettant ponctuellement et en fonction de ce qu'ils développent comme création, d'intervenir sur des projets de proximité et sociale qui nous intéresse parce qu'on est directement en prise avec les préoccupations, l'évolution de la société réunionnaise et de la ville de Saint-Denis, parce qu'on est quand même très très impliqué sur le développement de la ville. Donc on essaye de concevoir des formes d'intervention qui permettent aux artistes d'alimenter leurs recherches. C'est un équilibre très difficile à trouver, mais on fait en sorte de pouvoir mettre suffisamment de garde-fous pour que cet espace d'échange entre des populations et des artistes soit stimulant et enrichissant. Alors, à la suite de l'imaginaire, qui était donc des interventions dans l'espace public, qui interrogeait aussi l'organisation de l'espace public à La Réunion, qui est quelque chose d'assez récent hein, par rapport à l'histoire, on a commencé à être en lien avec les nouvelles générations issues du graffiti, et ce qu'on appelle le street art, et ce qu'on peut appeler le graphe. Et donc on a accompagné comme ça cette émergence d'artistes maintenant qui sont confirmés, de très très bons artistes. Il y a une scène street art et graphe à La Réunion qui est très intéressante, très riche, très diversifiée. Donc on en est arrivé aussi à faire un forum sur l'émergence des cultures urbaines à La Réunion. C'est un événement qui a commencé fin des années 80, qui lentement s'est diffusé. Et on a accompagné tout ce mouvement-là avec des artistes comme Kid Creole et Boogie, Mego, Ligne Rouge, et j'en oublie, Clos, Floé maintenant, qu'on a en résidence, et puis d'autres. Voilà. Comment perçois-tu l'évolution de la création artistique contemporaine réunionnaise depuis que tu vis sur l'île? Ben, il faut replacer ça dans le contexte du secteur. Il faut rappeler qu'il y a quand même une école d'art qui existe depuis 30 ans. Ça a été la volonté et l'utopie d'une personne, Alain Sérafine, qui est lui-même plasticien et
qui a cru, et il a eu raison, d'affirmer que c'était nécessaire qu'il y ait une école d'art à La Réunion, parce que le rapport à l'image, à la forme, dans la culture réunionnaise était encore plutôt élitiste. Il y avait le musée Léon Diers, il y avait des équipements, mais c'était porteur quand même de tout un discours issu de la colonie, issu de la colonie avec le fond voilà, etc. Il y a un FRAC qui a été mis en place aussi dans les années 90. Il y a un centre des métiers de l'image, donc on peut dire que le secteur est relativement bien équipé en outils pour transmettre et apprendre. Donc ça a donné très très rapidement des artistes qui ont en même temps porté un regard sur le lieu où ils sont nés, ou alors où ils vivent, comment il s'est constitué, comment sont venues les populations, qu'est-ce que ça a comme impact aussi sur l'organisation même de l'île dans ses paysages, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on ne mange pas, quels sont les apports de l'extérieur, si on peut dire, qui sont en permanence dans le paysage ou les mentalités. Il y a beaucoup de choses qui viennent de Madagascar, des lieux-dits, des recettes de cuisine, des manières d'identifier un certain nombre de plantes. Et il y a en même temps une ouverture sur le monde qui a été liée au développement d'Internet et qui donne un peu des questionnements qui sont aussi bien internationaux que liés à l'histoire de l'île, à l'histoire de l'esclavage, de la traite. Voilà, ce qui est très frappant, c'est que depuis 20 ans, il y a vraiment, en même temps, de la part des artistes réunionnais, une interrogation sur ce qui se passe dans le monde entier grâce à Internet. Je pense principalement à la génération issue du street art qui s'est très vite organisée à faire des réseaux autonomes. C'est quelque chose d'assez caractéristique du hip-hop et du street art aussi, c'est d'avoir cette capacité de s'organiser soi-même, de prendre des risques, de prendre des initiatives. Et en même temps, il y a eu une ouverture et des processus d'échange qui ont été beaucoup plus fluides, entre autres, pas que, grâce à l'outil Internet. Ce qui émerge depuis une dizaine d'années, c'est vraiment aussi une exploration de l'histoire réunionnaise et de la position, de la structuration de la société par la famille, qui est très importante, et ça passe aussi par une évaluation et une étude critique de la position du rôle de la femme, qui a longtemps été mis de côté, et aussi des interrogations sur les problématiques de genre, ce qui est quand même assez récent, depuis 5 ou 10 ans. Et on a vu aussi l'émergence de toute une création portée par des femmes. On ne va pas dire que c'est une création féministe, c'est pas du tout ça, c'est plutôt une création qui porte des interrogations que portent des femmes créoles à La Réunion, des artistes créoles. Comment apprends-tu la question de l'insularité? Selon toi, dans quelle ère géographique et culturelle la Réunion s'intègre-t-elle? La structuration du secteur culturel à La Réunion est quand même, dans ses aspects professionnels, etc., est quand même assez récent. On ne va pas faire un retour sur l'histoire, mais on peut dire que c'est fin des années 80, début des années 90. Donc il y a énormément eu d'avancées et de prises de position aussi très très intéressantes, et en particulier autour des pays à proximité de La Réunion et qui imbibent complètement, enfin, les cultures et traditions imbibent complètement l'île, marquent ces lieux aussi. Il y a énormément de lieux qui sont des noms malgaches, et donc on a tout de suite été très, très interpellé par
les perspectives qu'il pouvait y avoir dans les échanges avec les pays à proximité, dont Madagascar, qui est vraiment un continent culturel remarquable. Et finalement, on a levé le pied parce qu'il y a toujours ce nœud, cet obstacle qui est comment faire venir nos amis artistes scientifiques des Comores, de Madagascar, parce qu'il y a énormément de contraintes. Et c'est quelque chose, c'est un geste qui n'est pas facile, qui n'est pas fluide, tout simplement parce que la Réunion ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc il y a énormément de démarches à entreprendre qui deviennent de plus en plus compliquées pour un artiste malgache, un artiste comorien, pour venir échanger et travailler avec nous à La Réunion. Donc ça à mon sens, ça a freiné, pour nous individuellement, pour nous l'association LERCA, ça a freiné notre désir de continuer à travailler sur des échanges entre Madagascar, les Comores, Zanzibar, etc. Mais il y a quand même maintenant, grâce aussi au développement des communications par avion, il y a quand même maintenant régulièrement énormément de projets qui se construisent entre Madagascar et à La Réunion, entre les Comores et La Réunion. Voilà, on est dans un espace effectivement insulaire, entouré d'eau, où l'eau, le liquide, a énormément d'importance, mais en même temps, ça a l'avantage de favoriser un système d'interconnaissance entre les gens, mais en même temps d'enfermement. Il y a les deux aspects. Il y a l'enfermement chez les gens, enfin des mentalités, et aussi la possibilité de très vite se reconnaître, être en dialogue avec d'autres gens. Donc c'est quelque chose qu'on ne trouvera pas forcément très très facilement dans d'autres lieux. Et par ailleurs, on est beaucoup moins sous la pression des critères et des courants artistiques institutionnels qu'il peut y avoir en France métropolitaine, dans l'Hexagone. Plutôt, il y a une possibilité, et nous on y a beaucoup travaillé aussi, de faire coexister des pratiques et des propos assez différents apparemment, mais qui ont des proximités à reconnaître et à chercher. On pense particulièrement à tout ce courant des artistes de la réalité populaire, comme disait notre ami William Zid, qui sont ces gens autodidactes qui ont appris par eux-mêmes, qui ont fait peut-être un peu une école d'art, mais pas vraiment. Et il y a une possibilité de travailler sur des passerelles. Il y a moins des phénomènes de chapelle. Voilà. Et le réseau s'est professionnalisé par lui-même à force de créer des échanges avec l'espace européen ou le reste du monde. Et il y a quand même le développement de réseaux qui sont maintenant relativement autonomes, et à partir du moment où les collectivités suivent, parce qu'il y a toujours dans une île, le problème, c'est comment on en sort et combien ça coûte. Mais à partir du moment où les collectivités accompagnent le secteur artistique et les artistes, on a vu émerger beaucoup plus de projets d'échange et de mise en réseau, ce qui est un élément très très important pour le développement d'une carrière artistique. À La Réunion, existe-t-il des programmes de mobilité à destination des artistes ? Il y a eu la constitution avec le soutien des collectivités, mais pas du fait des collectivités, de l'institutionnel, la constitution de réseaux assez autonomes, des réseaux artistiques et d'amitié aussi, ce qui a permis à beaucoup d'artistes d'être moins dépendants des appels à projets institutionnels,
de tous ces dispositifs qui sont très intéressants, des acquisitions, etc. Et de réussir des implantations sur des territoires qui avaient du sens, qui correspondaient à ce qu'ils voulaient faire. Et réciproquement, ça nous a amené aussi des propos, des artistes qui ont complété un peu avec du recul la réflexion que pouvaient porter ou que portent les nouvelles générations d'artistes autour de l'importance des lieux, les problématiques autour du paysage. Donc effectivement, il y a une diffusion beaucoup plus large et beaucoup plus autonome. Voilà, il fut un temps où il y avait des systèmes d'entonnoir un peu, où toute perspective pour un artiste devait passer par un entonnoir qui était ministère de la Culture ou alors FRAC. Et maintenant, les deux coexistent bien, c'est-à-dire qu'il y a de l'autonomie dans les réseaux par les artistes ou les associations, et il y a un accompagnement aussi de la collectivité ou des institutions. C'est plus équitable, plus respectueux de la place de chacun. Quel regard le public réunionnais porte-t-il sur l'art et les artistes contemporains? Alors, je serais bien incapable de répondre sur comment l'art est perçu par la population réunionnaise des Hauts, des Bas, de Saint-Gilles, du Chaudron, etc. Mais par contre, comment est perçu l'artiste? Il y a quand même des choses très très intéressantes et fréquemment, je suis assez étonné de voir que les propositions d'artistes contemporains, contemporaines, avec toute leur complexité, il y a une écoute, il y a cette idée de dire, tiens, j'ai en face de moi une personne qui réfléchit, qui s'est engagée, qui a fait un choix de vie, et c'est quand même assez encourageant. Alors, la perception de l'art risque d'être complètement différente. Je pense que La Réunion est toujours structurée aussi autour de l'oralité, du contact, du vis-à-vis. Maintenant, c'est de plus en plus cassé, détruit, abîmé, mais c'est quand même une caractéristique du mode d'organisation de la société, c'est-à-dire que c'est quand on a la personne en face qu'on va porter un jugement, qu'on va l'interroger. Et je trouve que les artistes sont en général, ceux qui ont des propositions très très ambitieuses, expérimentales, sont relativement bien perçus. Est-ce que ça veut dire que leur œuvre est comprise et absorbée? Ça, j'en sais rien. Mais et puis c'est très très difficile d'évaluer ça, hein. De quelle façon l'association LERCA a-t-elle participé à la réédition des Révélations du Grand Océan de Jules Hermann, publié aux éditions Le Corridor Bleu? Comment la Lémurie a-t-elle infusé l'imaginaire des artistes réunionnais? Alors le travail autour de Jules Hermann est vraiment une des recherches structurantes des actions de l'ERCA, et depuis très très longtemps. Ça fait partie aussi de ce que j'ai apporté en tant qu'artiste, parce que j'ai découvert le travail de Jules Hermann il y a assez longtemps, et je l'ai utilisé dans mes propres œuvres, et donc avec l'ERCA, on a élargi ça. Pour être très bref, Jules Hermann est à la tête d'une œuvre qui était introuvable pendant des années, et maintenant qui a été rééditée, Les Révélations du Grand Océan. Et donc, nous, à l'ERCA, on a constitué un groupe informel de recherche qui prenait appui sur ce qui est indiqué dans les révélations, sur les révélations. Voilà, donc on a pu avoir accès assez tôt à des copies de ce livre qui était introuvable, et ça nous a permis de mobiliser d'autres artistes dans
d'amorcer toute une réflexion sur quelle histoire, quel patrimoine, quelle constitution géologique de l'île de l'océan Indien et quel regard on porte sur l'endroit où on vit à La Réunion, qui a des caractéristiques assez particulières. Et Jules Hermann a développé, mis à part les révélations du Grand Océan, il crée en marchant, c'est-à-dire en randonnant à La Réunion ça l'a incité à développer cette théorie, ce mythe maintenant, de la Lémurie, c'est-à-dire que l'île de La Réunion, comme Madagascar, a été peuplée par une très très ancienne civilisation qui a fait des sculptures gigantesques qu'on ne reconnaît plus, mais que lui arrivait à voir dans certains endroits de l'île, le Cap Bernard, la Falaise et d'autres lieux de l'île. Il a donné une vision du territoire complètement différente, avec une énorme charge poétique et utopique, qui a permis à énormément d'artistes de socler un peu leurs propos. Et d'avoir une autre lecture du territoire. Le territoire à La Réunion, il est quand même essentiellement marqué par l'esclavage, le colonialisme, la structure du paysage, ces grandes allées de cocotiers qui déterminent que la grande casella qui est perdue dans les cannes. Enfin, il y a toute une symbolique dans l'organisation du paysage qui est issue de cette société de plantation, hein. Donc avec aussi les camps d'esclaves, il y a beaucoup de quartiers de Saint-Denis qui étaient des anciens camps. Et les révélations de Jules Hermann proposent une autre appropriation de l'île, d'autres outils pour s'approprier l'île et la transformer comme étant le centre du monde, ce qui est très gratifiant. Donc beaucoup d'artistes ont pioché là-dedans. Il y a un artiste aussi déterminant dans les actions de l'ERCA qui joue un rôle très important, c'est Christian Jalma, dit Pink Floyd, qui est depuis l'origine de l'ERCA, même avant, qu'on a toujours accompagné et qu'on accompagnera toujours, parce qu'il développe, comme Jules Hermann, il crée une mythologie, il crée des légendes, lié à son histoire, son parcours personnel. Il est né en 1960, il découvre des sons, Pink Floyd, enfin il y a tout un monde que je me permettrai pas de résumer. Et on a toujours fait en sorte aussi que le travail de Christian Jalma profite, si on peut dire, aux artistes en résidence. Et il a régulièrement, il échange avec les artistes qui viennent à l'ERCA parce qu'il a une position vis-à-vis de son travail qui est passionnante, qui est très risquée, qui est très très engagée. C'est-à-dire pour Floyd, ce n'est pas tant le résultat, l'œuvre en elle-même qui est important, c'est l'échange que va créer cette œuvre, l'échange entre les personnes. Et c'est ce qui l'intéresse le plus. Donc il est vraiment dans la définition la plus forte du rôle de l'artiste, c'est-à-dire que son œuvre, son travail, permettent des réflexions, permettent de nouvelles idées, de nouvelles prises de parole, etc. Donc entre Jules Hermann et Pink Floyd, et le travail de Pink Floyd, qui sont très imbriqués, hein. Floyd aussi s'est emparé de beaucoup de parties des révélations, comme d'autres artistes, comme Stéphane Gilles avec Python Tortue. Et c'est aussi deux structures un peu, deux lignes artistiques, j'aime pas ce mot-là, qui traversent tout le parcours de l'ERCA. Alors, les révélations ont été rééditées grâce à un éditeur qui a décidé de rééditer le plus près possible de l'édition originale.
et qui a fait un boulot remarquable, parce qu'il faut savoir qu'un des tomes des Révélations, Jules Hermann, s'appuie sur des preuves photographiques pour expliciter ses théories. Donc c'est soit des cartes postales qu'il trouvait, soit des photos, et donc toute sa théorie ne se conçoit pas sans cet outil que sont les images, les cartes postales. Et, et donc le Corridor bleu a retrouvé toutes les cartes postales, ce qui n'est pas une mince affaire, qui est allé chez les collectionneurs. Il tenait absolument à rééditer ça le plus près possible de l'édition originale, parce qu'il avait compris quelque chose, c'est que pour Jules Hermann, c'était indissociable. Et c'est ça qui est très contemporain dans son geste de Jules Hermann, c'est de faire travailler l'image comme le texte. C'est pour ça qu'il m'intéressait aussi, moi, personnellement, dans mes recherches artistiques. Et il a pu rééditer, c'est vraiment une mission d'intérêt général pour le monde entier. Il faut dire que c'est une théorie, après, qui se diffuse lentement, et par moments, il y a des artistes, des intellectuels, des chercheurs qui repartent sur les théories, les explications. La poésie, c'est vraiment un poète, Jules Hermann. De Jules Hermann, c'est quelque chose de stimulant. Voilà. Quel regard portes-tu sur l'évolution de l'île, en lien notamment avec les questions identitaires et de genre? À mon sens, ce qui est fascinant, stimulant et peut-être difficile à admettre, c'est qu'il faut accepter que la société créole est en débat permanent et qu'il y a une capacité incroyable qu'ont les gens, malgré des histoires extrêmement violentes, de continuer à s'interroger entre eux. Il y a une forme informelle, comme ça, où il y a des prises de position, où chacun essaye de comprendre, de replacer où il est, d'où il vient, et donc où il veut aller. Donc on peut supposer que le développement de la Réunion, qui pour le moment est assez inquiétant, va quand même arriver à se rééquilibrer dans le choix de ses valeurs, de son aménagement qui est catastrophique, parce qu'il y a toujours une capacité à adapter, à faire en sorte qu'il y a ça, c'est un truc qui est standard, on en a besoin, mais on va le détourner. On peut prendre cette image qui, gastronomiquement et au niveau de la santé, n'est pas géniale, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Il y a à La Réunion depuis 20 ans le pain-bouchon gratiné. C'est exactement le système du hamburger, mais adapté à La Réunion avec les goûts. Alors on pose les questions, sillage, piment. C'est malheureusement très calorique, c'est pas bon, mais c'est un exemple un peu de cette capacité de détourner ou d'adapter quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est mondial, et cette dynamique est sans arrêt en place. Et alors avec la diffusion des réseaux sociaux, d'Internet, ça va aboutir probablement à des choses assez surprenantes. Il y a des choses qui sont peut-être pas très très intéressantes, hein, mais il y a une possibilité que se donnent les gens de se fabriquer leurs propres images. Et à La Réunion, la problématique de qu'est-ce qu'on a comme image de nous, de notre société, de notre histoire, c'est un débat très très fort. Et par exemple, le travail de William Zitt, quand il a fait tout ce travail sur l'image du noir, l'image du CAF, a permis vraiment à une partie du milieu artistique déjà, mais aussi de la population en général, de se voir, juste ça, de se voir comme un sticker qui est derrière une voiture, de genre, parce que William Zitt a beaucoup travaillé sur les pochoirs dans l'espace public.
Et puis il y a toutes les interrogations sur l'identité, et paradoxalement, on arrive à cette réflexion sur l'identité avec les questions de genre. Et je crois que là, la société réunionnaise plonge au cœur de ces tensions, de ces non-dits. Et c'est une démarche qui est récente, mais qui est très très forte, je trouve, pour une société, pas l'ensemble de la société, mais c'est quand même de s'emparer sur ces questions de genre, de faire accepter que on n'est pas forcément homme, femme, et que être homosexuel, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est naturel, ça existe, et je trouve que la capacité de la société réunionnaise à s'auto-saisir et à avoir des initiatives sur des questions aussi importantes qui se croisent avec les questions sur les origines, la race, la couleur de peau, la langue est quelque chose de remarquable. On a invité avec l'association Requeer pour le mois des visibilités Didier Lestrade, qui est le fondateur d'ACT UP, qui est journaliste, etc., qui a un parcours de militant et de personnes engagées irréprochable. Et ce qu'il nous a dit après son séjour, c'est qu'il trouvait que c'était extrêmement stimulant que des artistes aient la capacité d'initier des mouvements, des dynamiques autour de la réflexion sur quel est le rôle de l'homme, quel est le rôle de la femme, est-ce que c'est fermé, est-ce qu'il y a d'autres possibilités, et c'est ce qui le frappait. C'est ce qui le frappait, et pourvu que ça dure. Mais c'est sûr que c'est un exercice qui ne va pas être simple, parce que la population réunionnaise s'est déjà interrogée sur ses origines. Ça a été un travail douloureux, ça a été un travail de généalogie qui souvent aboutissent à juste un prénom. Et donc il faut être capable d'ingérer ça, de l'accepter, de le respecter. Et en même temps, elle s'engage aussi dans une réflexion comment une société est organisée autour des valeurs que transporte la société coloniale, hein, qui sont des valeurs paternalistes, etc., très, très macho. Hein. Voilà, ce qui ne veut pas dire que dans toutes les familles, il y a des discussions le dimanche pendant le Carry sur les interrogations de genre. Hein, c'est absolument pas ça. Hein. Et en ce sens, la société réunionnaise est vraiment en phase avec beaucoup de questions qui sont partagées sur d'autres endroits et qui sont essentielles à la bonne avancée de ce pauvre monde qui est pour le moment bien abîmé de plus en plus. Comment l'ERCA, à travers les projets qu'elle a pu mettre en place durant 2 décennies, a questionné le territoire réunionnais? Pourrais-tu évoquer plus en détail le projet qui a été mis en œuvre pour révéler l'histoire du Raidillon des oiseaux à Saint-François, quartier dans lequel se situent à présent les locaux de l'association? Ça fait partie de l'accord, du contrat, de l'entente qu'on a avec la ville de Saint-Denis. Et on a essayé d'aborder ça très tôt d'une manière le plus mature possible et d'être dans un échange et considérer qu'une collectivité qui met à disposition d'artistes qui ont des pratiques expérimentales, c'était une marque de confiance et ça nous incitait aussi à travailler sur l'histoire du territoire où est impliquée cette école, cette ancienne école. Mais ça se fait dans un dialogue, quoi. Ça ne se dit pas, mais il est évident qu'étant sur ce territoire, on va chercher à faire émerger un peu des histoires, des personnalités, des réflexions. Et effectivement, il y a beaucoup d'artistes
qu'on a fait travailler sur ce territoire, qui est un territoire qu'on retrouve, qui symbolise l'île, hein, c'est cette manière d'aménager, sans avoir une réflexion, ou du moment qu'il y a une route qui monte, c'est bon, et puis après on s'aperçoit que ça traverse des strates d'histoire, des strates de patrimoine, et qu'on l'oublie. Le Raidillon, cette route de Saint-François, ça servait il y a très longtemps aux cultivateurs de Salazie pour aller vendre leur production à Saint-Denis, qui était la capitale, et il faut se rendre compte de ce que ça voulait dire. On est quand même sur la proximité du premier parc d'acclimatation de la Réunion, le plus ancien. Donc il y a probablement, et c'est là on retrouve Jules Hermann, c'est que nous, notre rôle, c'est de révéler. Et il y a beaucoup d'artistes qui se sont emparés aussi de ces questionnements. Le premier jardin botanique était là, d'acclimatation, je veux dire, il servait à voir quelles plantes tenaient ou ne tenaient pas. C'est lié avec l'histoire de l'île aussi. Et après, il y a eu le jardin de l'État, où officiellement, il y a eu telle essence qui était plantée, mais avec aussi tous les dysfonctionnements. C'est de cette manière-là que les pestes végétales sont probables, certaines pestes végétales sont arrivées, et par la symbolique de l'acclimatation qu'a développée Clotilde Provençal, hein, parce que je m'appuie pas mal sur ses recherches, on a une manière de lire l'histoire de l'île, ces paysages très intéressantes. Comment les plantes, elles s'acclimatent? Est-ce que les hommes se sont acclimatés de force? Voilà. C'est de la poésie. Pourrais-tu nous parler du travail que tu mènes à titre personnel en tant qu'artiste sur les lieux-dits de La Réunion? Alors, voilà les petites cartes. Comme je vous avais dit, à force de travailler avec des artistes qui se projettent toujours, souvent je veux dire, dans des formes de restitution, à peine ils ont commencé à travailler que déjà ils sont sur la restitution avec 40 projecteurs vidéo, du son diffusé comme ci, des capteurs là. Moi, ma position de médiateur, c'est de traduire ça aussitôt en technicité, en budget, et très tôt, faire comprendre à l'artiste, écoute, développe déjà ton propos, te prends pas la tête à imaginer des restitutions fabuleuses et tout. Et donc j'en avais tellement, j'étais un peu lasse. Je me suis dit, il faut que je trouve un projet où je suis totalement autonome. Je ne dépends pas du technicien vidéo qu'il faut payer 300 € par cachet, des coupures d'électricité. Et je suis arrivé, avec mon intérêt aussi pour Jules Hermann et le paysage, à travailler sur les lieux-dits de La Réunion, et sur un support qui se trouve, qui coûte 4 €, je crois, les petites cartes comme ça, un bic et une boîte de punaises. Et je me suis inspiré de Julien Blaine, qui avait fait un livre qui s'appelle Binôme, où il se sert que de 2 mots mis l'un au-dessus de l'autre. Et ça fait un tout petit décalage. C'est-à-dire quand vous lisez Ravine, Nono à Ravine, on a un tout petit décalage dans la compréhension. Voilà. Donc on a un dialogue en fait entre 2 mots, et c'est un peu comment on peut dire, dans toutes mes recherches entre image, texte, image, je me suis dit là, je suis arrivé à l'épure. Et c'est vachement bien quand on a
sentiment de se dire, ça y est, j'ai trouvé le plus simple, le plus efficace. Et effectivement, c'est une vulgaire image avec un mot, un lieu dit. Mais quand il va être installé, parce que je l'accroche là, je ne peux pas l'accrocher, parce qu'il faut des supports souples, ça ne tiendra pas là. Et donc, je n'ai pas complètement finalisé mon projet. Parce que mon projet, c'était de pouvoir accrocher ça où je voulais et quand je voulais. Je l'ai développé à un moment sur du papier à cigarette. Parce que je me suis dit, papier à cigarette, ça ne coûte pas cher et ça se colle. C'est très fragile, c'est très léger. Et ça me permettait d'intervenir à Paris, parce que c'était quand j'étais malade, j'étais hospitalisé à Paris, dans le métro, à Beaubourg, je collais mon petit truc. Et ça m'amusait beaucoup de pouvoir comme ça. Alors les combinaisons sont infinies, hein, ça peut être structuré en ligne, mais là je ne peux pas le punaiser. Parce que tu as la punaise qui donne un élément de couleur, et tu as très vite, quand tu disposes, cette idée de carte, de points comme ça, où c'est le regard qui va voyager entre ces lieux dits. Il y en a qui sont tout à fait inintéressants, puis d'autres qui sont ravine banane. Rien que les lieux dits, c'est de la poésie. Ravine liane, bras rouge. Alors bras rouge, quand c'est le mot l'un sur l'autre, c'est un tout petit peu, ça donne un petit décalage. Piquant blanc. Piquant blanc, c'est un lieu dit. Bravera, fond papaye. Alors, en général, les ravines cresson, je les installe en les pliant, comme ça. Et c'est là où c'est le travail sur la lumière qui me passionne. Voilà. Et donc, je les punaise comme ça, là. Attends, je peux en punaiser sur le bois, là, peut-être. Et c'est très zen, hein, c'est très minimaliste. C'est un travail sur la qualité de lumière tout au long de la journée. Regardez ça. Oh, attends, j'ai le micro. Alors, tu vois, j'installe ça comme ça. Et en même temps, c'est ce côté très, très bâtard, tu sais, le post-it sur le frigo, le truc, mais j'écris mal. Et ça m'intéresse d'avoir toutes ces fragilités dans le tracé. Et l'idéal, pour moi, ce serait de faire un travail collectif où je demanderais à plein de gens, chacun fait sa carte. Et on aura donc une variété d'écritures, maladroite, bien, et ça donnera un ensemble, ça donnerait, je suppose, que je n'ai jamais pu l'expérimenter, un ensemble intéressant. Voilà, donc je peux en mettre comme ça, je peux les bouger. Je voulais un système vraiment léger, qui tienne dans la poche et qui intervient, qui occupe très facilement une surface. Faut dire, si on avait pu mettre une petite carte là, ça allait impacter visuellement sur tout ce qu'il y a autour. C'est le principe du cartel. Hein, donc c'est une sorte de piège à regard. Donc j'ai 1400 lieux. Ravine-la-Forge, Fontpetier, Roche-Pâté. Et ça peut se décliner en performance. Moi, je ne fais pas de la performance. Caverne-Tabac, Ravine-Claude, 5 heures. Oh, regarde, 5 heures. Chemin commune. En fait, ce qui est fascinant dans ces lieux-dits, comme tous les lieux-dits dans le monde entier, c'est que on peut supposer qu'au départ, c'était les gens qui nommaient, qui disaient « je vais à ça », et puis c'est rentré dans la nomenclature,
Mais au départ, on est vraiment dans le premier geste des gens entre eux pour se repérer. Tu vois, l'autre jour, on parlait, Laravine Cresson, bien sûr, Pierre Paillard. Alors, d'où ça vient, ça? Pierre Paillard, c'est un nom de famille. Hein. Fontmadiel, je sais pas d'où c'est. Alors, t'as Stella Matutina, hein. Fontcreux. Alors, t'as aussi des permanences dans les lieux dits. T'as les couleurs, creux, t'as bras creux, fond creux, des choses en brûlé aussi. Alors, j'ai pas vraiment. J'ai un tableur Excel, si tu veux. Et si je décidais, je pourrais regrouper, faire des groupes, tout ce qui est en rouge, en blanc, en nom d'arbres, en nom de ravines aussi. Tu as les ravines, les rivières, les remparts, les petits serrés. Voilà. Et je trouve que c'est une chouette manière de parler de la Réunion. Voilà. Je vais laisser ça. Mais juste le truc que j'ai pas solutionné encore, c'est comment on fait pour accrocher. Alors j'ai essayé le scotch, c'est pas beau. Il faut que j'arrive à trouver une solution. Donc j'ai en tableur, j'ai les 1460 lieux, Ravine-la-Forge, Bras Rouge, t'en as plein des Bras Rouges, Ravine-Liane, Ravine-Banane, Ravine-Nono. Oh, c'est dingue, hein? Tu me dis quand on part. Là, c'est lancé là. Ah bon, il n'y a pas de clap. Alors bonjour. Bonjour. On peut le départ.